Bonsoir à tous, bienvenue sur BFM Marseille-Provence, nouveau numéro de Marseille Politique. Comme tous les jeudis, votre rendez-vous pour faire le tour de l'actu politique. Et qui plus est aujourd'hui, à Marseille, on va s'intéresser aux priorités pour l'année à venir dans la cité phocéenne. Et on va évidemment un peu parler de l'échéance municipale dans moins de 2 ans. Nos invités ce soir, Pascaline Lécorché, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, vous êtes la secrétaire générale de Place Publique. Romain Samarino en face de vous, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être l'invité de BFM Marseille. Vous êtes directeur de cabinet de Renaud Muselier et président de Génération Marseille. Face à vous, Eddy Bounoir, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur cabinet du député insoumis des Bouches-du-Rhône, Sébastien Delogu. Beaucoup de thématiques à aborder, on va commencer tout de suite. Avec pour commencer ce qui anime l'actu politique nationale en ce moment, le vote du budget 2025. Un budget qui, en l'état, serait une saignée pour la cité phocéenne. Ces mots sont ceux de Benoît Payan il y a quelques semaines de ça. Vous les partagez, Romain Simarano, pour commencer? Voilà. Évidemment que non, parce qu'en réalité, les Français, eux, connaissent la saignée depuis plus de 2 ans et demi, que la situation inflationniste a commencé. Tout le monde se rend compte au quotidien des difficultés et de la fin du mois et de la vie en général. Et que les collectivités, à un moment précis de cette histoire budgétaire de la France, mettent la main à la poche et soient en mesure de contribuer à l'effort national, c'est pas choquant. Qu'après, il y a un débat sur à quel point les collectivités doivent contribuer, quels sont les choix politiques qui doivent être faits en vertu de ces décisions-là, très bien. Mais on ne peut pas en permanence pousser des cris d'orfraie quand on a, à Marseille un peu plus ailleurs qu'en France d'ailleurs, des Français qui souffrent tous les jours de l'inflation et qui eux-mêmes attendent de la part des responsables politiques et publics qui prennent des décisions adaptées à ça. 5 milliards, c'est ce qui est prévu sur le papier, en tout cas pour l'instant, par le gouvernement pour les collectivités. Ça aura des conséquences sur le fonctionnement d'une collectivité comme Marseille, par exemple, Pascaline Lécorché? Alors oui, évidemment, et là, moi, je vais me porter en faux par rapport à ce qui a été dit, parce que moi, je partage totalement l'idée d'une saignée pour Marseille, mais même plus généralement, c'est une saignée pour l'ensemble des collectivités, et à mon sens, un non-sens que d'aller chercher de l'argent sur les collectivités qui ont un budget par nature équilibré. Ensuite, les collectivités, leur objectif, à travers leur budget, c'est quand même d'agir concrètement pour la vie des gens. Ce sont des services publics. Donc quand on dit que les Marseillaises et les Marseillais, les Françaises et les Français, eh bien, subissent l'inflation, là, évidemment que je suis d'accord. Mais est-ce que la réponse, c'est d'aller chercher de l'argent sur les collectivités? Là, pas du tout. Et encore plus quand on sait que cet argent, il va être chercher de manière indistincte en fonction des collectivités. Donc on va aller chercher sur les 400 plus grosses villes sans regarder finalement les projets en cours, sans regarder aussi les priorités des villes. Et donc moi, à l'échelle de Marseille, mais aussi à l'échelle nationale, je trouve que cette manière de fonctionner n'est pas du tout celle qu'il faudrait faire, surtout quand on voit le budget de l'État et comment on pourrait faire autrement. Donc un budget à contester, à censurer, qui t'a provoqué une crise encore plus grave. C'est ce que laissait entendre le Premier ministre il y a quelques jours sur TF1, Eddy Bounoir. Ça pourrait être encore plus grave pour Marseille que d'avoir une crise politique à l'échelle nationale? Mais celui qui est responsable de la crise politique en cours, c'est Emmanuel Macron, le président, qui a nommé un gouvernement dont le Premier ministre est issu d'une formation qui a fait 5%, et qui s'étonne ensuite qu'au sein de l'Assemblée nationale, il n'y ait pas de majorité pour voter le budget. Je vous rappelle que les députés du NFP ont largement modifié le budget, en proposant notamment d'aller chercher l'argent dans les poches de ceux qui en ont le plus, ce qui est plébiscité par la majorité de la population, parce qu'effectivement, la population, elle souffre de l'inflation, elle souffre du gel des prix, et avant d'aller taxer les collectivités territoriales, qui, je suis d'accord avec Mme Lécorché, ne sont pas responsables de ce déficit, il y avait des marges de manœuvre à aller chercher ailleurs. Je m'étonne quand même d'un discours assez hypocrite aujourd'hui, c'est-à-dire que ça me rappelle quand même les campagnes présidentielles qu'on a vécues en 2017, en 2022, où on nous expliquait que si nous gouvernions la France, nous allions créer 200 milliards d'euros de déficit. Aujourd'hui, Macron, en 7 ans, il en a créé 1000 milliards. C'est la banqueroute. Et on ne se questionne toujours pas, du côté des tenants de la droite et de la Macronie, sur le fait qu'il faille changer la logique économique. Mais si je peux me permettre quand même, on est ici pour parler de Marseille. Alors je veux bien qu'on soit en permanence dans l'importation d'un conflit national, mais si on commençait par se poser la question des crédits qui ont été donnés à Marseille depuis 3 ans de façon ininterrompue dans le Marseille en grand et qu'on n'a pas su consommer. Moi je veux juste rappeler très rapidement, Monsieur Maggiorini, qu'on a eu
un engagement de l'État à hauteur de 5 milliards d'euros de la part du même M. Macron et par prolongation de M. Barnier que vous décrivez aujourd'hui, mais qui en réalité ont été consommés à hauteur de 1,31%. C'est ce que la Cour des comptes nous dit. Et donc, commençons par nous poser la question. Quand on a sur la table une opportunité historique pour la ville, on consomme d'abord les crédits et après on se plaint des éventuelles saignées, des difficultés. La réalité, c'est que personne ne comprend que les collectivités ou l'État ne puissent pas réduire leur train de vie. Et c'est ce qui est demandé aujourd'hui. On va justement revenir sur le rapport qui a occupé l'actu il y a quelques semaines de ça à Marseille, le rapport de la Cour des comptes sur Marseille en grand, l'état de ce plan qui s'est vu attribuer un rapport au vitriol de la part de la Cour des comptes, un plan présenté en grande pompe par Emmanuel Macron à l'automne 2021, aux effets inaboutis, incertains, notamment en matière d'avancée sur les écoles. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce qu'on n'a pas su utiliser l'argent qui nous a été donné? La réalité, c'est qu'on avait une chance historique pour la ville. Parce que et on l'a plus. La promesse du printemps marseillais en 2020... On l'a encore ou pas cette chance? J'espère qu'on l'a encore, mais dans une configuration comme celle qu'on est en train de rencontrer, franchement, rien n'est moins sûr. Et on verra en fonction de, pardon, je vais utiliser un terme bizarre, mais de ce bordel politique national, on verra ce qu'il en restera en local pour nous, Marseillais. Ce que je veux dire, en revanche, c'est qu'on avait cette opportunité exceptionnelle qui était le fruit de la promesse du printemps marseillais en 2020, qui nous avait dit les années Gaudin, c'est fini, la honte de la République dans les écoles, c'est fini, vous allez voir ce qu'on vous allez voir, on va tout régler avec l'aide de l'État, qui effectivement a donné un chèque extraordinaire à Marseille pour régler les problèmes, et on se retrouve à 14 mois de la fin du mandat municipal, avec une promesse de Benoît Payan qui était d'avoir abouti à 80 écoles rénovées ou reconstruites. Au moment où on se parle, on sera tout au plus autour de 17 ou 18, et c'est la préfecture elle-même qui le dit. Donc il y a un échec terrible de ce point de vue-là. Mais notre objectif, et c'est pour ça que vous avez raison de poser la question, c'est qu'est-ce qu'il en reste, qu'est-ce qu'on va pouvoir conserver, et au fond donner un peu d'espérance aux enfants marseillais pour trouver des solutions pour leurs écoles. Parce que c'était indispensable et on a raté le virage. Pascaline Lécorché, vous représentiez d'ailleurs à l'époque des municipales de 2020 le printemps marseillais dans votre secteur, où vous êtes représenté quelques années plus tard aux législatives, il y a quelques mois de ça. Le printemps marseillais a failli dans la mission qui était la sienne de justement relancer Marseille avec l'argent de l'État notamment? Alors non, je ne crois pas du tout. Et je pense qu'aujourd'hui, les parents d'élèves de Marseillaises et de Marseillais, personne ne peut dire ça. Personne Il y a ne de la peut dire ça. contestation quand même, on l'a vu, pardon de vous couper, à l'école de la Castellane dans le 15e arrondissement, avec un chantier laissé à l'abandon, des parents d'élèves qui ne savent pas où mettre leurs enfants. À part Qui Bellevue est de la contestation, ça c'est sûr. Mais donc c'est qu'il y a un problème. Mais non. En 2016, Libération titrait « Les écoles de Marseille, la honte de la République ». Et ça, c'est l'héritage qu'il y avait. Donc aujourd'hui, on peut trouver insuffisant ce qui se passe. Mais en réalité, insuffisant, ça, jamais autant d'écoles dans aucune collectivité ne sont sorties de terre à ce rythme. Donc aujourd'hui, bien sûr qu'on peut toujours vouloir mieux. Mais aujourd'hui, on a des écoles qui sortent de terre. Sur les 470 écoles de Marseille, la quasi-totalité va être traitée. 188 par la Société des écoles et 300 écoles à peu près par la ville de Marseille qui va pouvoir permettre de réhabiliter, d'améliorer, notamment les sanitaires. Je crois qu'il y a 112 écoles qui avaient des sanitaires à déplorer. Et puis par ailleurs, en 2020, donc après la droite, 25 années de droite marseillaise, dans les écoles, il n'y avait pas de papier toilette. Donc enfin, il y a quand même des choses aussi qui ont changé. Il y a le plan école avec, moi je trouve, un certain nombre de réussites. On le voit donc par ces écoles qui sortent de terre. Il y en a eu 3 dernièrement. Vous citez les chiffres, mais les chiffres, ils sont de 2023. Donc quand, non, je vous parle des chiffres de fin 2024. Non, les chiffres de 1,3%, ce sont des chiffres qui sont à échéance de fin 2023. Le chiffre de 18 écoles sur 80, c'est un chiffre malheureusement de mars 2026 en réalité. Non, mais... vous vous rendez compte du nombre d'écoles qui a eu lieu dans les 25 ans de Gaudin avant? Benoît Payan. Vous vous rendez compte? Donc, enfin, ce nombre d'écoles, il est juste gigantesque. C'est amusant parce que l'avant-dernière Petite précision, école... s'il vous plaît, Romain Samarino, après je vous donne la parole. 17 écoles inaugurées cette année, c'est ce que dit Benoît Payan. 70 d'ici à la fin du mandat. Le budget école, c'est 1,5 milliard dans Marseille en grand. Et c'est 400 millions à peine, entre guillemets, la part de l'État. Voilà pour faire la part des choses. Pascaline Lécorché le soulevait, il y a eu avant une municipalité de droite qui a laissé un héritage. Juste deux choses, parce que quand même, d'abord je m'inscris en faux avec ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire que les écoles, il y a la question du bâti, donc la question du plan école, mais il y a la question des enseignants et des agents territoriaux qui travaillent dedans. C'est-à-dire que le bâti ne suffit pas à éduquer les enfants. Or, la question des enseignants et des agents territoriaux, celle-ci, elle dépend des budgets de l'État. Donc elle dépend de la Macronie, donc elle dépend de la droite, donc elle dépend des coupes
budgétaires sans précédent et injustifiés qui sont en train de s'abattre sur les collectivités territoriales. Deuxièmement, Mme Lécorché, vous êtes en train de défendre un navire qui est en train de chavirer. Effectivement, Benoît Payan, il avait annoncé un objectif qui, à mon avis, était réalisable, de 80 écoles. Il a choisi une méthode qui n'est pas, à notre sens, injustifiée, mais qui est inadaptée. Au lieu de muscler les services de la ville et de confier aux services de la ville de recruter des compétences, au lieu de confier aux services de la ville les rénovations des écoles, on a créé la SPEM, Société publique des écoles de Marseille, 8 millions d'euros de fonctionnement annuel, qui pour l'instant existe depuis plus de 2 ans et n'a lancé aucun chantier. Il est là le retard. Quand vous dites les parents d'élèves sont satisfaits, non, les parents d'élèves ne sont pas satisfaits. Il y a eu un reportage qui a été fait par BFM Marseille à Saint-André de la Castellane. Les travaux sont arrêtés depuis 1 an. Il y a des parents d'élèves qui ne sont pas satisfaits. Beaucoup de parents d'élèves qui ne sont pas satisfaits. Et normalement, quand on est une municipalité de gauche, un parent d'élève qui n'est pas satisfait, c'est déjà trop. À Saint-André de la Castellane, ça fait 1 an que les gamins sont dans des conditions indignes. Monsieur Ganozzi a parlé d'un bug. Vous comprenez bien que 1 an de bug, ça fait un peu trop. Il y a un moment, on redémarre la machine. À HLM Perrin, dans les quartiers nord, les parents, on leur dit qu'ils vont avoir 3 scénarios d'école possibles. À la fin, c'est un scénario, et puis on leur apprend 6 mois avant que les enfants vont être déménagés dans différentes écoles. Vous avez vu la manifestation des parents à Parc Bellevue. Il y a la cité scolaire internationale Jacques Chirac, parce que c'est quand même une honte. Qui vient d'être inauguré, près de la tour CMA. Ouais. Un équipement flambant neuf, surdoté, qui est à 600 mètres de leur école, et on leur annonce en premier lieu qu'ils vont être déménagés, qu'une partie des enfants vont être déménagés dans une école désaffectée. Il y a un manque d'anticipation, un manque de méthode, et je réitère, excusez-moi, je termine là-dessus, je réitère notre proposition à laquelle le maire de Marseille n'a jamais répondu. Il y a un sujet sur les cantines scolaires. Pourquoi n'utilise-t-on pas le plan école pour mettre sur la table la question de la municipalisation des cantines, étant donné qu'on est en train de modifier à grande échelle toutes les écoles de la ville ? Pour nuancer votre propos, pardon, je ne vous ai pas oublié Romain Samarino, mais pour nuancer votre propos, il y a aussi des parents d'élèves qu'on a pu interroger, rencontrer, notamment du côté de Malpasset-les-Oliviers, qui toutefois notent une avancée dans ce plan Marseille. 4 écoles en 4 ans. Pascaline Lécorché, votre réponse à 4 une écoles terminées, plus l'ensemble des écoles qui ont été rénovées, plus les équipements à l'intérieur des écoles, plus les produits sanitaires qu'il n'y avait plus, plus, encore une fois, le papier toilette. Donc tout ça, c'est quand même à mettre au crédit, et on ne peut pas dire que les petits Marseillaises et les petits Marseillais soient les oubliés. Au contraire, je pense que ce plan école, et d'ailleurs c'est pointé du doigt par la secrétaire d'État au plan Marseille, par le préfet, ah mais non, tout le monde le dit que ce plan avance. Mais Tout attendez, le monde on va tout le monde peut-être le dit. Romain Tout le monde dit que le Samarino. plan mais avance. si vous prenez Non, mais par Madame contre, Robach, attendez, en on va référence, on va peut-être s'arrêter sur 2 minutes. l'ensemble des acteurs qui ont contribué à ce plan école, aujourd'hui, tout le monde s'accorde sur le fait qu'il avance. Très Non, mais rapidement, Romain attendez, Samarino. moi quand je vous écoute, j'ai l'impression d'être dans le Fantasyland de Disney. La réalité aujourd'hui, c'est que oui, c'était la honte de la République, les écoles de Marseille. Moi, je ne suis pas là pour vous dire que tout allait bien avant et que ça fonctionnait merveilleusement il bien. manquerait plus que ça. Mais non, mais justement, c'est toute la question. Cette promesse du printemps marseillais, elle a été trahie. Moi, je suis comme tout le monde. Je regarde les nouvelles, y compris sur vos antennes. L'école rue du Jet d'eau, l'école Révolution. Vous avez un mur qui est très proche de la cantine scolaire, qui s'est effondré. Là, on parle d'entretien normal. On parle des missions classiques d'aménagement et d'entretien de la ville de Marseille. Le mur, il s'est effondré un samedi. Il se serait passé quoi s'il s'était effondré le vendredi ou le jeudi ? La réalité, c'est que vous ne voulez pas regarder en face qu'il y a encore des difficultés énormes, concrètes, de la vie réelle des gens. Donc, moi, je veux bien tout entendre. Mais ne nous faites pas croire par pitié que ce plan école, qui était la chance historique de la ville, aujourd'hui, c'est une réussite. C'est pas vrai. Vous pouvez polémiquer, mais en réalité, il y a quand même énormément de choses qui ont passé. On peut prendre tous les exemples qu'on veut. Et là, quand même, ce que je voudrais aussi vous dire, c'est que moi, je ne suis pas comptable, en fait, de cette mairie de Marseille. Je ne suis pas élu. Donc, on peut aller polémiquer sur tous les exemples que vous citez. Moi, ce que je vois, c'est aussi en tant que mère de famille. Et donc, je les côtoie, ces parents d'élèves. Je vois bien aussi les évolutions qui ont lieu. Donc, vous pouvez pointer toutes les problématiques qu'il y a. Et peut-être il y en a, Alors, et sûrement il y en a. des problématiques. Mais à côté de ça, il y a tellement de choses qui ont émergé et qui ont permis aujourd'hui aux petits Marseillaises et aux petits Marseillais d'être mieux à l'école. Que moi, des problématiques, il y en a plein. Ce sont les compétences Alors, de la Eddy ville de Bounard, Marseille. s'il vous plaît, il y a plein de sujets qu'on ne va pas pouvoir aborder, mais on y pense fortement. Et on va notamment parler des transports. C'est l'un des volets phares de ce plan Marseille en grand. Pareil, on est dans l'attente d'une livraison, d'une extension de la ligne 3 du tramway. Il y a aussi le métro, ligne 2, qui doit être automatisé en premier, en tout cas qui
va être impacté par des travaux en ce début d'année prochaine. Ça bouge un petit peu, mais encore timidement. Est-ce que là encore, on n'est pas assez puissant, on ne va pas assez servir des fonds qui ont été débloqués pour Marseille pour élargir l'offre de transport au-delà du tracé entre guillemets du métro et du tram? Est-ce que la métropole aussi est en retard là-dessus? La mairie de Marseille, l'adjointe de délégation sur Bonjour Marseille disait il y a quelques jours, si on ferme le métro pendant 2 semaines à la fin du mois de janvier, pour gagner 4 mois de chantier, c'est que la métropole est en retard. On ne va pas faire d'archéologie, mais la réalité, c'est que Marseille, par l'absence de volonté politique au XXe siècle de créer une métropole, au moment où toutes les zones métropoles de France sont créées, est en retard sur les transports. Mais on peut quand même regarder les choses en face et lire avec attention le rapport de la Cour des comptes. Notamment sur, je ne parle pas du fond ou du jugement de valeur sur les projets, mais sur le nombre de projets qui vont être livrés en 2025 et en 2026, avant la fin du mandat municipal. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire de la métropole, c'est qu'elle a réussi à faire la moitié des projets et qui vont sortir de terre. Moi, je passe tous les jours pour rentrer chez moi devant Capitaine Gèze. Le changement profond de paysage et d'organisation structurelle de ce quartier, il est incroyable. L'automatisation du métro, quand on prend les choses vraiment à cœur et qu'on est tous les jours, ou presque, dans le métro, on se dit que c'est une bonne nouvelle. On n'est pas d'accord à un moment avec ces jugements de valeur qui reviennent à dire que l'automatisation, on aurait pu le faire après. C'est une garantie de fiabilité du service, c'est une garantie pour le prendre quand on en a besoin. Et très honnêtement, on a fait des progrès de ce point de vue-là qui sont énormes. Quand ce service est dégradé depuis 1 an, on dit aux Marseillais, après 21h30, terminé, plus de métro. Et qu'on vient leur redire. Non, on ne dit pas ça parce qu'il est dégradé. On leur dit fini après 21h30 parce qu'il faut faire les essais nécessaires, comme dans toutes les villes de France. Mais ce que je veux dire, c'est que le service est déjà dégradé pour les travaux. Le service est déjà dégradé pour les travaux et on va encore le dégrader avec cette fermeture totale, cette fois-ci fin janvier, pour être à peu près dans les temps, si ce n'est rattraper le retard. Et Dibou Noir, aussi un mot du tronçon qui est choisi. On parle de fermeture entre Capitaine Gèze et les quartiers nord et Joliette, donc c'est encore un coup dur pour les quartiers nord déjà fort en termes de transport. Évidemment, mais il y a un sujet sous-jacent qui est la volonté politique. En fait, si les transports sont dans un état aussi défaillant au niveau de la ville de Marseille, c'est parce qu'on a un système politique qui a pour l'habitude de construire des transports, des fois de les doubler, de les tripler, dans des quartiers qui pensent leur être favorables. C'est comme ça que ça se passe. C'est pas vrai de raconter autre chose. Donc les quartiers nord, les quartiers est, les quartiers sud aussi une partie, sont largement enclavés. Il faut penser ce sujet de manière globale. Moi j'entends M. Cimarano quand il dit oui, il fallait automatiser les rames. Est-ce qu'on peut commencer déjà par garantir l'accès aux personnes à mobilité réduite ou aux personnes en situation de handicap? Parce que quand on parle de nécessité absolue, si c'est un service public, il doit être accessible à tout le monde. Est-ce qu'on peut penser la question des tarifs? Parce qu'aujourd'hui, les tarifs enferment tous des pans entiers de la population, les bloquent dans leur mobilité, et la mobilité, ça a des conséquences sur l'éducation, sur l'emploi, sur la construction de la vie des gens. Donc non, la métropole, premièrement, elle n'est pas du tout au rendez-vous, mais on n'attendait pas autre chose de Martine Vassal. Ce que je reproche, en fait... Moi, j'attends qu'elle récupère mes déchets. Effectivement, les déchets, on pourra en parler. Ce que je reproche à Benoît Payan sur ce sujet-là, c'est d'avoir fait croire dans cette espèce d'élan d'unité nationale, vous savez, d'unité marseillaise, où il annonçait que Marseille en grand allait être le plus grand plan historique de la ville, etc., ce qui est aujourd'hui démenti par ses adjoints. Je lui reproche d'avoir joué le jeu, d'avoir joué la duplicité. Jouer le jeu de qui? De la métropole? Parce qu'il n'est pas compétent en la matière, Benoît Payan. Jouer le jeu d'annonces qui ne se traduisent pas dans les faits pour les Marseillais. Vous descendez dans la rue, vous allez parler aux Marseillais de Marseille en grand, vous allez voir ce qu'ils vont vous dire. Que ce soit sur les transports, sur les écoles, etc. Il y a eu une vente une communication politique complètement démesurée par rapport à la réalité du plan d'investissement. Je suis totalement d'accord avec ce que vous avez dit. Pascaline Lécorché. Alors moi, j'ai déjà commencé aussi par dire ce sur quoi finalement on est tous d'accord. C'est que les transports aujourd'hui à Marseille, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. On a des transports qui sont trop centrés, qui sont uniquement sur le centre-ville. Et donc, si on est effectivement dans les quartiers périphériques de la ville qu'on veut travailler, c'est impossible. C'est impossible. Moi, quand je suis arrivée à Marseille, je travaillais à l'hôpital Nord, le 97 qui fait tout le tour. Quand on est une maman dans les quartiers Nord, c'est impossible. Et à l'époque, il fallait aller chercher son enfant à 17h30. C'est complètement impossible. Donc, si on veut permettre à l'ensemble des Marseillaises et des Marseillais de pouvoir avoir accès au travail, de pouvoir avoir accès au sport, aux infrastructures de toute la ville, évidemment qu'il faut aller développer. Et là où je trouve que c'est un petit peu juteux, votre manière de voir les choses sur les transports par la métropole, c'est que vous nous dites que là, c'est formidable, tout va sortir de terre. Et que
Par ailleurs, tout à l'heure, il y a des choses qui sont sorties de terre, il y a des écoles. Mais là, ce qui va sortir, ça compte pas. Mais là, on est obligé de vous croire, ça va finir par sortir de terre. Donc on voit effectivement des travaux. Ah non, mais c'est planifié. C'est planifié, mais pour l'instant, il n'y a rien. Franchement, en fait, une expérience très marrante. Il suffit de passer la rue qui mène jusqu'à Capitaine Jazz, devant le marché du Soleil. C'est flagrant. Il y a des changements énormes qui sont en train d'arriver. Mais j'y passe tous les jours et je vais vous dire, moi, la question que je me pose, excusez-moi, la question que je me pose, j'y passe tous les jours, c'est est-ce que maintenant qu'il y a le tramway et qu'il y a des équipements décents, est-ce qu'on va chasser les populations qui y vivaient avant? Parce que c'est ce qui est en train de se passer avec le projet Euromed. Donc, il faut quand même traiter les sujets dans leur profondeur. Moi, je regrette qu'on entre dans une période de spéculation immobilière sur ces terrains, au moment même où les populations qui y habitaient, qui ont tant souffert parce qu'elles étaient abandonnées, elles pourraient bénéficier de ces équipements et en fait, elles vont être chassées par les promoteurs immobiliers. Il y a une part de logement social à Euromed quand même, à Euroméditerranée. Oui, il y a une part de logement social. On ne va pas faire croire quand même aux Marseillais qui nous regardent que c'est la métropole qui va être à l'origine d'expropriation et de changement de population. C'est pas vrai. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on était dans une situation tellement retardataire à Marseille sur la question des transports. Et je dois dire quand même, parce que c'est un peu gonflé de ne pas avoir non plus pensé à l'histoire politique de cette ville, que c'est à l'époque de la communauté urbaine pilotée par M. Caselli, avec M. Guérini, qui était le formateur du maire de Marseille actuel, qu'on a pris le plus de retard. Parce que c'était dans ces années-là qu'il fallait investir. Aujourd'hui, qu'on ait une logique de rattrapage avec d'un côté la métropole, moi j'entends que ce ne soit pas parfait, mais 7 projets sur 15 qui sortiront de terre avant l'année prochaine, c'est pas moi qui le dis. Donc moi je veux bien des nouvelles du tramway de la Belle de Mai. Rapidement, il en est où? On va passer à la suite de cette émission. Il y a plein de thématiques. On aurait pu parler aussi sécurité, logement indigne avec le procès de la rue d'Aubagne qui se poursuit. Une question, vous faites quoi en 2026? En 2026, il y a quand même un grand rendez-vous pour les Marseillais. Et vous faites quoi? Est-ce que vous prenez part à ce rendez-vous, l'élection municipale, pour celles et ceux qui n'auraient pas compris? Bien évidemment. Aujourd'hui, il y a finalement, avec la trahison de la promesse du printemps marseillais en 2020, il y a un espace extrêmement délicat qui s'ouvre pour les Marseillais. On a tellement promis. On a tellement mis en valeur le fait que tout allait changer, que c'était le grand soir et que finalement Marseille allait devenir une capitale euroméditerranéenne de premier plan grâce au printemps marseillais, que la trahison de cette promesse, elle ouvre une perspective énorme. C'est quid des 30 ans à venir à Marseille, à la fois de demain matin et à la fois de Marseille en 2050. Vous serez soutien, vous serez candidat, vous serez... Moi, ce que je veux vous dire ce soir, c'est que la droite et le centre, qui sont une force politique capable de renouvellement, capable de donner une perspective, de proposer un destin à Marseille, on sera présent. Renouvellement, ça veut dire nouveau visage aussi. Bien sûr. Donc pas Marcel Vassal, pas Renaud Muselier. Qui dit nouveau visage ne veut pas dire expulsion de tous les anciens visages. Il faut qu'on soit capable aujourd'hui dans cette ville de trouver de la compétence. Il faut qu'on trouve les énergies qui font que les promesses ne sont pas des trucs en l'air, qui ne se retrouvent pas dans la vie de tous les jours. Là où je rejoins, c'est peut-être la seule fois de ce débat où je rejoins M. Bounard, si vous descendez dans la rue à Marseille et que vous dites aux Marseillais, est-ce que vous vivez mieux en fin 2024 qu'à début 2020? La réponse sera systématiquement non. La situation, elle s'est dégradée. Les difficultés structurelles que connaissait notre ville se sont accélérées. Et donc, très simplement, il faut qu'on soit capable, nous, la droite et le centre, qui sommes unis, fédérés, de proposer en 2026, et on sera là au premier tour des élections municipales. En un mot, vous pourriez être ce nouveau visage? De toute façon, la question ne se pose pas aujourd'hui. Moi, je ne vais pas aujourd'hui commencer à jouer des coudes en disant moi. Elle est dans votre tête la question quand même. Mais elle n'est pas dans ma tête la question. Aujourd'hui, mon boulot, c'est d'arriver à fédérer autour d'un certain nombre d'énergies ces familles politiques-là, cette société civile qui a envie de s'engager pour Marseille. Et une fois qu'on arrive à les fédérer, là, on est capable d'incarner. Eddy Bounoir, Sébastien Delogu, prochain maire de Marseille, en tout cas candidat? Non, mais alors je suis désolé, et c'est pas de la langue de bois, mais chez les Insoumis, on n'est pas prêt à sacrifier. Il reste 1 an et demi. Ouais. 1 an et demi, c'est long. Il charge déjà Benoît Payan, Sébastien Delogu, il n'attend pas 2026. Il charge Benoît Payan, mais je vais vous expliquer pourquoi. Il ne charge pas Benoît Payan parce que le matin, il se réveille et il pense à Benoît Payan. Il charge Benoît Payan parce que tous les jours, on est confronté à des situations qui sont indécentes. On n'a pas pu parler du logement. Vous savez que lors du dernier recensement de la ville de Marseille, effectué par la ville de Marseille, il y avait 422 SDF à Marseille, plus 30% par rapport à l'année d'avant. Madame Lécorché, je pense qu'elle sera d'accord avec moi, étant donné qu'elle a porté les couleurs et le programme du NFP lors de la dernière élection législative. Dans le programme du NFP, dans le programme de la gauche, il est prévu de procéder à des réquisitions pour mettre à l'abri les personnes sans abri. Qu'est-ce que Benoît Payan attend pour mettre à l'abri les personnes sans abri, pour, avec le préfet, réquisitionner des logements? Que M. Simarano ne le fasse pas, si vous voulez, c'est écrit sur le tract. Mais qu'une mairie de gauche ne s'empare pas des principaux outils historiques de la gauche française pour mettre à l'abri les personnes dans des situations de précarité extrême, voilà, c'est ça notre sujet pour l'instant. C'est pas 2026. Quelle est la principale force de gauche aujourd'hui à Marseille, Pascaline Lécorché?
le printemps marseillais, le Parti socialiste, Place publique, ou au contraire la France insoumise? Ouais, je pense qu'on n'est pas dans un concours d'écurie quelque part, et en plus on compare des choux et des carottes, puisque le printemps marseillais est une force de rassemblement, et que là vous me parlez à côté. Mais le printemps marseillais existait en 2020, est-ce qu'il existe encore aujourd'hui? Est-ce qu'il peut encore exister en 2026? Parce qu'il y a quand même une séparation déjà géographique sur le plateau entre vous, et puis on le sent aussi politique. De toute façon, on est deux personnes. Donc déjà, de fait, il y a une séparation géographique. Sur la ligne. Eh bien, écoutez, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de jouer collectif pour les Marseillaises et les Marseillais. C'est un projet. C'était déjà ce qui avait guidé mon engagement en 2020 autour du printemps marseillais, qui était l'idée d'avoir un projet ambitieux pour Marseille. Et moi, je trouve que là-dessus, le cap, il est clair. Le contrat, il a commencé à être rempli. Et que oui, on a semé les graines pour la suite. Et donc, oui, je ferai tout pour continuer à faire fructifier le travail qui a été initié. Excusez-moi, mais il faut quand même qu'on s'avoue tous une petite chose. Hein. C'est que les Marseillais, aujourd'hui, si vous descendez dans la rue, ils se fichent pas mal de 2026 et personne ne pense à mars 2026 en tant qu'élection. Par contre, 2025, parce que le sujet de votre émission est très intéressant. Qu'est-ce qu'on fixe cette émission touche à sa fin, Romain Samarino. Mais qu'est-ce qu'on fixe comme perspective? Donnons de l'espoir. Soyons capables de proposer un projet d'espérance dans cette ville. 2 minutes, parce que l'émission va se terminer. Juste un mot de cette échéance de 2026. Est-ce que, face peut-être à une émergence des Insoumis, face aussi au Rassemblement national qui vient de gagner Rognac, on aurait pu en parler non loin d'ici, est-ce qu'on peut envisager un rapprochement entre la droite et le centre, et surtout la gauche centriste, le printemps marseillais? Pardon, mais nous on travaille déjà aujourd'hui avec des personnalités de la gauche. Moi, quand j'arrive à certains de nos événements à travailler avec M. Christophe Madrol, qui est écologiste depuis 30 ans à Marseille et qui a une vraie vision sur le développement écologique de Marseille, j'ai pas de problème. Moi, la seule chose à laquelle je suis allergique, ce sont les extrêmes et l'incompétence. Les extrêmes, il n'en est pas question, ça n'arrivera pas. On est des adversaires politiques avec M. Bounoir, qui est représentant de la France Insoumise, c'est clair. On a des programmes, des valeurs, des visions de la vie qui sont différentes. Mais sans aller jusqu'à la France Insoumise sur l'échiquier politique marseillais, il y a eu des rumeurs, je vous le dis honnêtement, de discussions avec un camp de la gauche centrale. Mais soyons clairs. Attendez, soyons clairs 2 Romain, minutes. c'est vrai ou pas ça? Mais moi, de toute façon... Non, par contre, attendez, juste un instant, parce que la question m'est posée à moi. Moi, personne ne m'a approché. Par contre, effectivement, j'ai appris qu'un certain nombre de représentants du printemps marseillais essayaient d'envoyer des ballons sondes. On ne va pas se mettre à travailler avec des personnes qui ont encore aggravé la situation de la ville. Ça, c'est pas possible. On a un étendard, c'est la droite et le centre, on a une vision politique, on a des visages nouveaux comme des visages anciens expérimentés qui sont capables d'incarner quelque chose. On va y aller ensemble, fiers de ce qu'on est, et on sera au premier tour de cette élection. Les mots de la fin pour vous deux, d'abord Pascaline Lécorché. Alors moi, je sais pas trop de quoi on parle en fait, parce que les seules alliances moi, que je vois aujourd'hui, c'est celles de la droite et de l'extrême droite. Où ça je les vois sur le 11e Parlement. Au Parlement. Au Parlement. Et même à Marseille. J'ai l'impression que c'est plutôt vous qui allez voter la censure avec le Rassemblement national. C'est pas une alliance. On voit bien. C'est un vote ensemble. Le maire de Marignane, qui est vice-président de la métropole. Le maire de Marignane qui a basculé à l'extrême droite. Oui, mais qui a perdu toutes ses délégations à la métropole. Mais il faut dire la vérité aux Marseillais qui nous regardent. Mais il reste vice-président de la métropole. Mais donc on voit bien qu'il y a des groupes. Mais ne nous prenez pas pour des jambons. On voit bien toute... Et du Bounoir. On voit bien toute cette porosité. Moi, j'ai été candidate, effectivement, pour le NFP sur les 11e et 12e arrondissements de Marseille. Monsieur Souvres, il n'a pas choisi. Il n'a pas choisi entre ma candidature et celle de l'extrême droite. Excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Juste... Les rumeurs dont vous parlez, c'est pas les rumeurs qui nous inquiètent. Je vous donne un exemple. On a commencé l'émission par la politique d'austérité. On a proposé aux élus du printemps marseillais, Manuel Bompard, Sébastien Delodu, ont proposé une tribune basée sur les propositions du NFP à l'Assemblée nationale. À part les écologistes et un certain nombre d'ailleurs d'élus qui se sont au final ravisés, personne n'a signé. On apprend il y a 2 jours que Benoît Payan fait front contre les coupes dans les collectivités territoriales avec Martine Vassal, qui est un soutien de Macron. Donc aujourd'hui, ça nous inquiète parce que pour nous, ça révèle le fait que Benoît Payan est plus proche de la position d'Emmanuel Macron que du nouveau Front populaire. La France insoumise, lors des 4 dernières élections, elle représente 1 Marseillais sur 4. Donc la responsabilité qu'on a de poser sur la table un programme de rupture qui propose d'aller vers une ville plus juste socialement, plus écologiste, plus démocratique et plus sûre, on tiendra cette responsabilité, on l'assume, on travaille depuis 1 an sur un programme. Là, avec l'enquête Marseille en vrai, on va voir l'ensemble des forces vives, des forces sociales, les associations, les collectifs, pour se nourrir de leur expertise. Et on sera au rendez-vous pour les Marseillais pour proposer un projet de rupture qu'ils ont plébiscité lors des dernières élections. Merci beaucoup Eddy Bounoir, merci encore
à Pascaline Lécorché, Romain Samarino. Merci d'avoir Merci. été nos invités. Vous restez avec nous. Très courte pause parce qu'on est en retard. Peut-être comme le plan Marseille en grand. C'est une question évidemment. Petite boutade. À tout de suite.